Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver les amis ce mercredi 15 pour parler du troisième épisode de The Mandalorian. Avant d'aller plus en avant, et il y a beaucoup de choses à dire, abonne-toi, commente, like et partage, aide la chaîne à grandir. Ici on mélange pop culture et street culture, c'est ta force qui aide la chaîne à grandir, voilà donc soutien, comme ça la chaîne peut prospérer. Je t'invite à aller voir ma dernière vidéo sur The Last of Us, le final de la saison 1, et également un petit unboxing sneakers voilà, sur la chaîne, bien sympa, je t'invite à aller découvrir ça si ça peut t'intéresser. On arrête le blabla routinier et on attaque tout de suite avec cet épisode de The Mandalorian. On est quand même là pour ça, c'est quand même le cœur voilà, de la chaîne, la passion de la chaîne, c'est l'univers Star Wars, une de mes licence phare de mon univers préféré, tout ça. Et cet épisode de The Mandalorian, épisode 3, je l'ai trouvé très intéressant. Alors, on va pouvoir dire aussi des choses négatives dessus. Il y a des petits points faibles, comme sa narration. Est-ce que vraiment de faire un épisode quasiment hors série était pertinent en épisode 3 ? Surtout sur un épisode 3 de 55 minutes qui devait normalement approfondir, en tout cas c'était un peu les théories des fans, approfondir l'univers des Mandaloriens, car on a quand même laissé Din et Bo-Katan dans les mines après le sauvetage, et il s'avère que le petit twist, c'est qu'en fait ils vont en sortir très rapidement de ces mines. On va mettre 45 minutes dans l'épisode 2 pour y descendre, et on va mettre 3 minutes pour en sortir. On pensait, vu la finalité de cet épisode consacré aux mines de Mandalore, que cet épisode 3 se poursuivrait avec un peu les thématiques engagées, et pas du tout. Nous partons sur totalement autre chose. Mais avant de partir vers cette autre chose, bien sûr, je parle de Coruscant, du projet, comment ils ont appelé ça ? Amnesty, du projet Amnesty, de ces impériaux, du docteur Pershing. Et ben, on va reprendre quand même Mando et Bo-Katan dans les mines après le sauvetage qui vont avoir un échange. Et cet échange, somme toutefois, est très intéressant. Bon, ça n'explique pas réellement pourquoi Mando a totalement été aspiré par le gouffre aquatique. On peut partir du principe que c'est le côté eau vivante. Voilà, la prophétie, la magie des eaux a totalement absorbé Mando, et Bo-Katan, en sauvant Din Djarin, a vu le mythosaure, et du coup elle s'est éveillée et a refait un pas en avant vers son culte d'origine, comme va le montrer la scène de fin de l'épisode. Donc pour moi, voilà, Din et Bo-Katan se rapprochent toujours. Je le remets en avant, cette petite théorie. Je pense qu'il y a rapprochement. Il va y avoir une relation toute particulière entre eux deux. En tout cas, moi, j'aimerais bien, personnellement. Ça va se poursuivre avec le retour, d'ailleurs très rapide, très cuté rapidement, vers Kalevala. Et de là, une horde de TIE Interceptor va les attaquer. Et là, super scène de combat. D'ailleurs, la seule scène de combat de l'épisode, mais suffisamment riche, à mon sens, pour nous régaler. Car franchement, je parlais de ça en live avec Zino et Stirka. Je vous invite d'ailleurs à être présent tous les vendredis soirs avec nous pour liver pendant 2 heures sur l'épisode de la semaine et sur l'actualité Star Wars. On disait que The Mandalorian, c'est quand même un des rares programmes devant ta série, devant ton écran de télé. Tu as le sentiment de te sentir au cinéma. Et moi, j'ai eu ce sentiment. La course-poursuite du chasseur mandalorien et du N1, voilà, face aux TIE Reapers, tout ça, aux intercepteurs, moi j'ai trouvé ça très stylé. Et pour moi, ça m'a donné le même plaisir qu'au cinéma. Donc ça, vous en commentaire, dites-moi si vous aussi vous validez. Et les FX et surtout le rendu, est-ce qu'on se croirait au cinéma? Est-ce que c'est la même qualité qu'au cinéma? Moi perso, oui, franchement oui. Bref, ils vont sortir de là, sauf que
Une deuxième horde beaucoup plus grande arrive avec des bombardiers. Cette fois-ci, ils vont détruire le château des Kreis et du coup, ils vont devoir fuir. L'action est très belle, l'action est très prenante, la musique est cool. Le saut de Din Djarin, du chasseur mandalorien pour rejoindre le N1 au sol, j'ai trouvé ça très stylé, très épique. Un peu Captain America qui saute des avions. Voilà. De toute façon, Din Djarin est le Captain America de l'univers Star Wars. Voilà, donc un régal, cette petite scène, tout ça. En vrai, est-ce que j'ai préféré l'intro et l'outro de cet épisode? Sûrement que oui, mais il y a des petites subtilités qui vont se faire sur Coruscant qui sont plutôt pas mal. À la fin de l'intro, Din, quand il quitte Kalevala après la destruction du château et qu'ils ont vu qu'ils étaient en infériorité numérique et que cette fois-ci ils ne s'en sortiraient pas, il dit à Bo-Katan, allons vers un refuge. Là où on sera en sécurité. Moi, je croyais qu'ils allaient sur Coruscant. Eh ben non, ils vont pas sur Coruscant, ils vont sur la planète un peu non dénominée, non nommée, où il y a la forgeronne et Paz Vizsla. On va garder ça quand même dans un certain schéma temporel. On reviendra là-dessus plus tard. La série prend un parti pris de nous montrer Coruscant, le projet du coup Armistice, qui met en avant certains impériaux importants dans un processus de réhabilitation au sein de la Nouvelle République. Donc déjà ça, historiquement, politiquement, il y a plein de choses à dire. On peut faire un parallèle historique avec les nazis après la Seconde Guerre mondiale qui ont été par le gouvernement américain accueillis pour leur bénéfices scientifiques, leur travail, tout ça. Ça, c'est des choses qui ont été faites. Et du coup, de transposer ça dans Star Wars, ça m'a régalé. La personne au centre de cette trame narrative, bien évidemment, c'est le docteur Pershing. Pershing qui n'a jamais été très très développé dans les épisodes de The Mandalorian jusque-là. Et là, j'ai vraiment kiffé le docteur Pershing. J'ai trouvé que l'acteur, vraiment bon acteur, franchement, très très chaud. Toute cette partie-là, à mon avis, c'est le petit travail de fond du réalisateur de l'épisode, Lee Isaac Chung. Donc je pense que c'est cette personne qu'on a choisie pour travailler Coruscant. Alors moi je ne connais pas spécifiquement le réalisateur. Je pense que si ça devait être un épisode sur les Mandaloriens, on se serait tourné vers quelqu'un d'autre. Comme par exemple, comme on avait dit la semaine dernière avec Rachel Morrison qui avait fait un travail fabuleux de photographie sur Sondari et les décors de Mandalore. Bon là ils sont aller chercher quelqu'un d'autre. Je ferai les recherches pour le live pour apporter, voilà, peut-être pourquoi c'est cette personne qui a été choisie pour l'épisode Coruscant. Mais en tout cas, l'épisode Coruscant, pour moi, fut pertinent. D'ailleurs, un beau Coruscant, en termes de décor, beaucoup plus beau et beaucoup plus fidèle à ce que l'on connaît d'un Coruscant, attaque des clones, revanche des Sith, voire la menace fantôme, que ceux qu'on a eu dans Andorre. Voilà, Coruscant quand même, le Coruscant lumière, gratte-ciel, New York la nuit, voilà, très 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 sympa. Et toutes les petites refs également qui seront bien évidemment développées dans l'épisode des easter eggs et secrets ce vendredi à 17 h. Mais je peux quand même vous en donner un qui m'a mis une claque, c'est le pic de Mate. Le pic de Mate, c'est quoi? Si tu ne le connais pas, c'est normal, il faut avoir lu les livres de la Haute République, au moins les 3 tomes principaux. Et en fait, c'est, comme elle dit comment s'appelle, Elia, je crois qu'elle s'appelle Elia Kane. Elle dit à Pershing, c'est la plus haute montagne de Coruscant. Et c'est vrai, il y a 100 000 ans, c'était la montagne qui prédominait la planète Coruscant. Et vu que Coruscant s'est superposé toutes les décennies, toutes les générations, aujourd'hui il restait que ce petit bout-là. Et ça, sur la place centrale du Capitole de Coruscant, c'est l'ancien centre historique de l'ancienne Coruscant. Et ça, c'est fait mention dans le tome 2 de la Haute République, parce qu'il y a une cérémonie suite à la catastrophe qui est abordée dans cette série de livres. Et du coup, c'est très très cool d'avoir cette ref. Voilà, Pershing qui va toucher. Non, c'est pas l'Empire. D'ailleurs, il y a de l'humour dans cet épisode, tout ça. Voilà, j'ai bien aimé. Maintenant, ce qu'on peut plutôt parler, c'est les motivations de cette fameuse Elia Kane. Quelles sont-ils? Est-ce qu'elle voulait que Pershing reprenne ses études sur le clonage pour Moff Gideon, pour Palpatine? Alors là, je balance tout et n'importe quoi. Est-ce que son but, parce qu'au final,
il va se faire choper et elle va rester passive, voire satisfaite. Est-ce que son but, c'était pas plutôt que sa mémoire soit effacée pour que les données et la science du clonage ne tombent pas entre les mains de la Nouvelle République? Alors là, théorie, les amis, réfléchissez à ça, dites-moi en commentaire. Et surtout, je vous attends vendredi en live, encore une fois, pour qu'on en débatte, à mon avis. Il y a plein de théories qui peuvent être folles, mais j'ai pas vraiment compris le but d'Elia Kane. J'ai pas compris pourquoi elle a fait ça en fait. Le rapprochement, dans quel but? Ils se sont fait attraper. Voilà, Pershing, c'est quand même une personne de premier plan. D'ailleurs, ça m'étonne que la Nouvelle République ne le sollicite pas plus que ça, alors qu'il est quand même à l'origine des Dark Troopers. Il a une connaissance du clonage qui a disparu suite à la destruction de Tipoca City et de Kamino. Donc, il y a plein de choses, à mon avis, à dire. Je vais devoir regarder l'épisode une deuxième fois, mais en tout cas, il m'a plutôt satisfait. Voilà. Donc, un bon épisode qui nous éloigne de la trame principale avec ce développement, voilà, les destroyers impériaux en train d'être démontés, la réhabilitation de Pershing. D'ailleurs, étonnant de ne pas avoir vu des personnages un peu plus importants de la gouvernance Coruscant, de Coruscant. Je pense à Mon Mothma, à Leia ou à Solo. Alors bien sûr, les acteurs, c'est toujours compliqué de les avoir, mais des petites refs, ça aurait pu être sympa. En tout cas, un Coruscant voilà, vivant, du monde dans les rues, toujours de nouveaux endroits, de nouveaux décors. Moi, j'ai trouvé ça riche, intéressant, surtout le point de vue d'un impérial qui a subi un peu le régime stalinien de l'univers Star Wars et qui se retrouve dans ce monde américanisé qui est Coruscant. Voilà, c'est des choses très intéressantes. On va revenir sur l'outro avant de s'arrêter. L'outro, du coup, on a Bo-Katan et Din Djarin qui arrivent sur cette planète non nommée. On a l'accueil de Paz Vizsla. Alors, Paz Vizsla, t'es balèze, t'es stylé physiquement, mais qu'est-ce que t'es chiant. J'arrête pas de le dire, mais Paz Vizsla, le jour où il va se faire dézinguer par Din Djarin, je serais pas triste, Pourtant, c'est un Vizsla, sa lignée, elle est importante, mais vas-y, il m'a gonflé, tu vois. Quand on dit que c'est bon, je me suis baigné, Bo-Katan, elle dit, tu t'es baigné, nanana, reste tranquille, pourquoi tu fais le mec, je te mets en doute, je mets en doute ta parole, c'est pas qui je suis. Bref, moi, il m'a gonflé. Par contre, la forgeronne, Audrey Sourdive, ce doublage incroyable, là, pour moi, la forgeronne est la deuxième personnage après, du coup la troisième après Bo-Katan, la plus stylée en Mandalorien. Et voilà. Bébé Yoda en retrait dans cet épisode. Moi, c'est pas pour m'attrister, voilà, ça me dérange pas que Grogu soit en retrait, très bien. En tout cas, du coup, Bo-Katan et Din Djarin sont réhabilités auprès des Death Watch. D'ailleurs, t'as Paz Vizsla qui lui dit « Qu'est-ce que t'as, espèce de Night Owl ?» Enfin, pas espèce, mais elle lui dit « Qu'est-ce que t'es une Night Owl ?» Genre avec un ton de dédain. Les Night Owl, c'est la deuxième grosse faction des Mandaloriens avec les Watch. Donc, un outro très intéressant. Très intéressant, voilà. Faut en voir plus. On en veut toujours plus, voilà, cette saison 3, pour l'instant, je me demande, vous, les amis, où est-ce que vous en êtes? Voilà, est-ce que vous êtes plutôt satisfait, tout ça? Moi, je sais que pour l'instant, voilà, le 4e épisode, à mon avis, va boucler un petit cycle. Voilà, le middle season va apporter vraiment la direction de la fin de saison, parce qu'on ne sait pas où on va. Là, ils sont à l'abri, tout ça. On sait qu'il y a un chef de guerre impérial qui leur en veut, tout ça. Mais dans quel but? Dans quel but? Et sur Coruscant, on nous montre les déboires de Pershing, mais à quelle fin? Moff Gideon apparemment a disparu de la surface. Très intéressant. Il y a des choses à dire, il y a des choses à réfléchir. En tout cas, voilà, c'est vrai que pour un The Mandalorian, j'ai pas eu ma dose de Din Djarin. Pour du Star Wars étendu, c'était quelque chose de très intéressant. Voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus. Cette vidéo fut suffisamment longue. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à liker, à partager. C'est important pour le soutien de la chaîne. On se voit vendredi pour les easter eggs et secrets à 17 h. Et on se retrouve en live à 21 h sur la chaîne de Zino. Zino en description, toujours. Zino mon poteau. Pour débriefer un max avec Stirka de tout ça. Et il y aura plein de choses très intéressantes à dire. Donc soyez là. Les amis, je vous souhaite un bon mercredi, un bon épisode. Non, ça vous l'avez déjà vu. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. À vendredi. Ciao les gars.